Bonjour Dominique Steller. Bonjour. Merci de m'accueillir à Grenoble, à l'école de management, où on va évoquer donc votre livre que je vais montrer, Osons la paix économique, et c'est sous-titré De la pleine conscience au souci du bien commun. C'est paru chez Debug Supérieur en septembre 2017, si je ne m'abuse. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous défendez l'idée de paix économique. Alors, est-ce que ça veut dire que la guerre économique, dont on parle tant, n'existe pas? Non, c'est l'inverse. C'est l'exact inverse. C'est parce qu'à un moment donné, on s'est inquiété de ce qu'on voyait et qu'on pourrait rassembler sous le vocable de guerre économique, qu'un jour on s'est posé la question naïve de se dire « Tiens, mais personne ne parle de paix économique ». En fait, le point de départ était un collègue rentrant du Japon et qui s'intéressait, je travaillais beaucoup moi sur les aspects de stress et de souffrance au travail, et ce collègue rentrant du Japon en 2008, qui est le moment de la crise financière, mais aussi le moment dans lequel il y a une médiatisation des suicides dans une grande entreprise, et ce collègue ayant discuté avec des chercheurs américains d'un champ académique qui n'existe pas en France, que sont les études sur la paix, il revient en disant « Tiens, on a bien aujourd'hui un vocabulaire qui peut être agressif et qu'on enseigne, il y a aussi des comportements qui sont plus ou moins agressifs dans l'entreprise et on a maintenant des dommages collatéraux puisque stress, burn-out, dépression et suicide à cette époque-là. » Et là, il conclut en disant « On est donc bien dans un temps qu'on pourrait qualifier de guerre économique. » Et là, on va se regarder et se dire « Tiens, si on imaginait un cours sur la paix économique. » Donc on a créé un cours qui s'intitulait « Éducation à la paix économique ». Mais ce jour-là, quand on s'est dit paix économique, on s'est vraiment posé au départ en opposition à ce qu'on appelait guerre économique, même si après le concept a évolué. Donc l'idée, elle est bien vraiment à l'inverse, c'est de dire il y a des choses qui ne vont pas, on marche à l'envers d'un point de vue économique. Est-ce qu'on peut proposer quelque chose qui permettrait de transformer ou au moins d'amender la façon dont ça se déroule aujourd'hui? Alors, est-ce que quelque chose, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le concept de paix économique? Oui, alors sur le concept directement, je vais expliquer pourquoi tout à l'heure, je ne ferai pas de définition particulière. Ce que je vais vous dire, c'est comment officiellement c'est devenu un centre de recherche. En 2010, un dirigeant avec lequel j'avais des échanges suite à un ouvrage qui s'intitulait « Éloge du bien-être au travail », ce dirigeant, on se rencontre, il va me dire plusieurs choses importantes, dont l'une d'entre elles, parmi les premières, qui est de me dire « En tant que dirigeant, je suis persuadé que si on continue à faire des affaires de la manière dont on fait des affaires, on va se détruire les uns les autres. » Et quand il disait détruire, il ne parlait pas des marchés, il parlait des personnes. Il disait si le marché économique continue comme ça, il ne peut créer que de la destruction. Et une de ces demandes de ce dirigeant, c'était est-ce qu'on peut imaginer un lieu de recherche dont l'objet ne serait pas initialement de trouver des solutions concrètes, mais serait plus de nous donner un espace dans lequel on pourrait réfléchir ensemble, chercheurs et chefs d'entreprise, sur une autre façon de faire des affaires. Et c'est comme ça que, pour arriver presque à votre question sur une définition, on en est arrivé à parler de la paix économique, non pas comme une opposition à l'idée de guerre économique, mais plutôt comme un contrepoint au sens musical, c'est-à-dire quelque chose qui va venir se mettre sur la portée, qui va regarder ce qui fonctionne plutôt bien dans notre système et qui va tenter d'ajuster, d'influencer ou de modérer ce qui dysfonctionne. C'est un peu comme ça qu'on l'a conçu. Maintenant, si j'essaye de donner des contours, quand je disais que je ne veux pas en donner de définition, c'est comme on est sur quelque chose qui est difficile à palper. On ne veut pas, encore maintenant, même au bout de 6 ans, donner une définition claire, simplement parce qu'on a trop peur qu'une fois que la définition soit posée, on nous enferme dans un lieu particulier, on a encore besoin de laisser des portes ouvertes. Mais l'idée, en gros, c'est est-ce qu'on peut faire des affaires sans mettre en souffrance ses salariés, sans abuser ses clients, sans détruire ses fournisseurs, et en pensant l'entreprise beaucoup plus comme un lieu qui va contribuer au bien commun, plutôt que simplement comme un lieu de création de richesse pour un tout petit nombre. Est-ce que vous n'êtes pas considéré un peu comme un doux rêveur, avec un peu cette preuve d'angélisme, d'utopie? Ouais. Si. Si, et puis j'ai plein de façons de répondre à cette question-là. La première, elle est, si je regarde toutes les grandes transformations, tous les grands changements de paradigme, et que je remonte un petit peu dans l'histoire, je vais tomber sur des doux rêveurs qui ont parlé de ce changement de paradigme, où tout à coup ça en est devenu un réel. Ça ne veut pas dire que tous les doux rêveurs ont provoqué des changements de paradigme, mais je vais en prendre un sympathique qui est Jules Verne, quand il présente ce que va devenir un sous-marin dans les 40 ans qui suivront, certainement qu'il est pris pour un doux rêveur. Mais surtout, ce qui m'importe beaucoup plus, c'est ma conviction qu'on est très très loin du doux rêveur dans ce sujet-là, puisque la question, ça reviendra à dire doux rêveur que c'est quelque chose de facile à faire, mettre en place un système qui fonctionne de manière pacifiée,
Et ce que je dis généralement aux managers ou aux dirigeants qui des fois viennent me cueillir sur ce sujet-là, c'est de leur répondre en leur disant mais si vous avez tenté de mettre en place quelque chose en entreprise de l'ordre du bien-être ou de la paix, vous savez à quel point c'est difficile. Vous savez à quel point ça demande un effort incroyable pour tenter d'avancer. Je vais prendre le mot de paix, ce sera le plus englobant de tout ce qu'on raconte. Vous savez à quel point ça demande une énergie très très forte pour avancer sur la paix, à quel point ça peut être détruit en un instant, et à quel point il va vous falloir de la volonté, de la pugnacité, de l'effort, de la puissance pour pouvoir être un gardien de la paix, si je veux jouer avec les mots. Donc il y a vraiment quelque chose qui à la fois n'est pas de l'ordre du facile, ça demande vraiment une énergie forte et des convictions fortes, et qui à la fois demande une construction long terme, ça ne peut pas s'établir rapidement. Et là on voit bien c'est très très loin du bisounours en tout cas, et après très loin de la réalité ou un peu utopiste. Finalement je pourrais dire dans la dimension d'utopie, la question contient une de vos questions précédentes qui serait de croire que le monde est forcément en guerre et que nous sommes fondamentalement des êtres agressifs par nature. Et c'est ce présupposé de départ qui n'est pas le bon. Si on bouge le présupposé de départ et qu'on regarde l'être humain non pas comme quelqu'un de d'abord agressif, mais comme quelqu'un de d'abord bienveillant, ou coopératif par nature et agressif par potentiel, plutôt que de nous voir comme agressif par nature et bienveillant par opportunité, si on change ce paradigme initial, la question se pose complètement différemment et ça devient plus tellement utopique. C'est plutôt comment on réinstalle ce qui nous permet d'être dans notre part grande, plutôt que dans notre part petite, au lieu de continuer à entretenir un discours et des comportements qui nous conduisent systématiquement à être dans notre part petite. Vous avez évoqué un peu le temps qu'il faut pour mettre cette démarche en place. Est-ce que ce n'est pas le principal obstacle justement à l'heure où aujourd'hui tout va vite et où on prend le temps de rien en fait? C'est certainement une des contraintes en tout cas principales. Obstacle, encore une fois, ça dépend par où on aborde les choses. Certainement contrainte parce qu'on est dans un monde, et surtout dans un monde du travail dont l'objet est d'avoir de la performance à très court terme, et que là on est sur un sujet sur lequel il va nous falloir des décennies. Si je vais vite ou si je prends une échelle, à mon avis on est dans quelque chose de l'ordre de 50 ans, de l'ordre du demi-siècle, ne serait-ce que parce qu'une des convictions que j'évoque dans le livre est de dire si vraiment on veut un jour avoir des managers ou des dirigeants qui soient vraiment aptes à gérer un monde des affaires d'une manière dont d'ailleurs aujourd'hui à mon avis on n'est pas capable de l'imaginer, faudra-t-il encore, pendant les décennies précédentes, avoir eu tout un système d'éducation qui, de la maternelle jusqu'aux études supérieures, jusqu'à l'entreprise, ait permis de former ou d'équiper ces gens à devenir des adultes capables d'imaginer un monde des affaires, encore une fois, qu'on ne peut pas porter nous-mêmes mentalement aujourd'hui. Donc, certainement quelque chose de l'ordre à minima d'un demi-siècle. Est-ce que ça crée problème? Oui. Oui, ça crée problème. Ça crée problème si on continue de voir le monde économique comme un lieu dont le seul objet est de créer de la richesse financière. Si on se remet à penser l'entreprise dans sa version d'origine, si je remonte à il y a 10 000, 12 000 ans, c'est-à-dire la capacité de faire entreprise en mettant des hommes et des femmes ensemble qui vont créer quelque chose de plus grand que pour le bien de la cité, après tout, si ça n'est que 50 ans pour installer ça, c'est pas si long. Et puis si je fais un parallèle concret, quand les Finlandais décident dans les années 60 de retravailler leur Education Act qui va déterminer, qui va donner la vision ou la voie pour leur système éducatif, ils le démarrent en disant faisons de nos enfants des enfants épanouis pour qu'ils aient une chance plus tard de devenir des adultes épanouis. Au début, dans les années 60-70, tout le monde se moquait d'eux parce qu'ils avaient des résultats pas très bons dans les concours internationaux. Et puis, 50 ans après, ils ont des résultats qui sont excellents par rapport à beaucoup de personnes. Leur vraie réussite, c'est d'avoir maintenu tout au long des changements de gouvernement cet Education Act qui posait une chose fondamentale, c'est faisons de nos enfants des enfants épanouis. Alors je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques semaines ou quelques mois, il s'est créé un mouvement pour une économie bienveillante lancé par Clara Guémard et Gonzague de Blinière. En quoi vous vous différenciez ou vous ressemblez si vous connaissez? Donc, je ne les connais pas suffisamment, j'ai entendu que ça s'était créé, mais je ne suis pas allé voir ce qu'ils ont fait. Ce qui me semble intéressant ou important, pour dire en tout cas une des spécificités que je pense que nous avons, parce qu'à mon avis il y a beaucoup de points de recoupement avec ce qu'ils font, ça paraît quasi évident. L'un des endroits spécifiques, je vais le signifier avec ce qui m'est arrivé dans le passé. Ce moment dans lequel je travaillais sur les problématiques de stress et de souffrance, et où tout à coup le gouvernement dit
à partir de maintenant, toutes les entreprises qui ont tant de salariés vont être obligées de s'occuper de ce sujet. Et là, quasi par magie, les entreprises sont devenues demandeuses non plus d'intervenants sur stress et souffrance au travail, mais sur bien-être, comme si le reste avait disparu. Et ça, pour moi, c'est une difficulté aujourd'hui sur comment on arrive à avancer sur ces sujets de bien-être ou de bienveillance en ne se faisant pas happer par une espèce de dictature du bien-être qui viendrait masquer, qui viendrait instrumentaliser les démarches pour pouvoir en masquer la difficulté du salarié ou de l'ouvrier aujourd'hui. Puisque le propos, il est quand même bien, dans ces dimensions de paix économique, d'associer les dimensions de bien-être et de ne pas oublier les problématiques structurelles qui vont générer de la souffrance. Peut-être qu'il y a une différence, mais comme je ne sais pas ce qu'ils abordent, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, notre précaution, c'est attention à ne pas instrumentaliser parce que les mots feraient se générer tout un monde fantasmatique autour du bien, au sens du bien-aller, du bien-être, du mieux-être, etc. Par exemple, un des points significatifs qu'on peut trouver dans cette idée de paix économique, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est vraiment de se dire, si on veut que les choses fonctionnent bien, il va falloir une sacrée dose de courage et de puissance pour affronter ce qui dysfonctionne aussi. Et ensuite, pour pouvoir mettre en place des dimensions qui vont aller dans le bon sens. Si j'utilise par exemple la bienveillance, et que je prends un exemple qui serait de l'ordre de l'individuel, faut-il encore, si je veux être bienveillant, que dans un premier temps, je me sois rendu compte, j'ai pu percevoir les tensions que ça génère en moi, les résistances que ça génère en moi. Est-ce que je suis en train d'être bienveillant? Est-ce que je suis en train d'avoir quelque chose qui est plus de l'ordre d'une tentative de satisfaction personnelle pour pouvoir vraiment aller vers quelque chose d'efficace? Si je le regarde d'un point de vue collectif, est-ce que bienveillance ne vient pas cogner trop vite avec le monde actuel du travail qui se voit plutôt comme un monde de souffrance? C'est ça une des questions qu'on pose, même si encore une fois je suis quasi persuadé que sur le fond on dit la même chose, sauf peut-être ce lieu de travailler sur la paix économique, c'est avoir le courage d'affronter un certain nombre de combats en fait. Pour la bienveillance certainement, ou pour aller vers une économie qui soit bienveillante, mais vis-à-vis de laquelle on ne pourra pas tout aborder d'un point de vue doux, si je peux prendre ce cas. Parce que bienveillance, c'est un mot qui est très présent dans votre livre, dès le début, et presque à chaque page, j'allais dire. Quasiment. Donc, quasiment. Mais vous allez au-delà de la bienveillance. En fait, je vais prendre aussi un parallèle pour signifier ce que je veux dire avec ça. C'est évident que bienveillant est très présent puisque l'une des notions qui sous-tend le livre, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est vraiment de dire cette conviction, d'ailleurs étayée par des travaux scientifiques, de l'être humain est avant tout collaboratif et par opportunité agressif. Ça, c'est notre point de départ. Il est probable, nous disent certains psychopaléoanthropologues, que la dépression apparaît chez les groupes d'humains nomades il y a très longtemps parce que ça permet aux êtres les plus faibles de donner un message vers les autres, et quand il va donner ce message de dépression, le groupe va plutôt se resserrer autour de lui plutôt que d'exclure. On est bien dans quelque chose qui dit la fragilité, la vulnérabilité va plutôt provoquer un élan de bienveillance qu'un élan d'agression ou de rejet. Donc ça va être très présent. Par contre, pour que ça puisse fonctionner dans un système dans lequel, depuis des décennies, voire des siècles, ce qu'on nous dit, c'est que nous sommes des êtres avant tout individualistes, homo economicus, c'est-à-dire qui ne voient les choses que par leur propre intérêt bien compris, il va nous falloir un temps de régulation, il nous faut des entreprises, des chefs d'entreprise, des managers qui soient capables de prendre cette place, qui va être celle de dire je tranche, je discerne, d'où l'intérêt de la pleine conscience. Et dans ce discernement, il va y avoir des moments qui seront peut-être des moments de joie, il va y avoir des moments qui sont peut-être des moments neutres, et il va y avoir des moments qui vont être des moments difficiles, dans lesquels les décisions à prendre seront dures, non pas pour pouvoir blesser, mais simplement parce que le glaive doit pouvoir dire ben, voilà le choix que nous sommes en train de faire pour la bienveillance et pour le fonctionnement collectif. C'est pour ça que vous critiquez un peu l'idée que la bienveillance, ça paye. Moi, je prends ça comme une critique un peu de l'utilisation seulement utilitaire de la bienveillance, en fait. Totalement. J'ai dû passer une bonne vingtaine d'années à travailler sur les problèmes de stress, depuis la fin des années 80 jusque dans les années 2010, même aujourd'hui, c'est encore un sujet qui est présent pour nous. Et à partir du début ou du milieu des années 90, les anglo-saxons d'abord, et puis en France plutôt vers les années 2000, beaucoup de gens sont arrivés en disant il faut absolument convaincre les patrons que c'est important de travailler sur le stress, et pour les convaincre, montre-leur que ça coûte.
Bien sûr que c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée que j'ai utilisée un certain nombre de fois. Le problème de cette porte d'entrée-là, c'est si on finit par se laisser convaincre soi-même que ça n'a d'intérêt de travailler pour la personne que parce que ça coûte, j'ai presque envie de dire, l'idéologue en moi va arrêter le système. Ce qui nous intéresse dans cette histoire de paix, c'est comment l'entreprise et l'économie contribuent à la paix sociale. Ce qui nous intéresse si on travaille sur la bienveillance, c'est comment la bienveillance nous redonne des élans sur ce qui est de l'ordre de notre nature pour que le lien social se recrée et pour qu'on puisse avoir une société qui s'épanouisse. Et certainement pas parce que ça vient réduire un coût ou parce que ça vient améliorer un bénéfice. Ça, ce sont des choses qui sont réelles, mais qui sont en fait des produits dérivés de la mise en place elle-même de cette pratique-là. Et la performance dans tout ça, il ne faut pas l'oublier quand même. Alors, la performance, c'est quelque chose... donc je vais aller vers ma conviction. Je vais parler un tout petit peu des travaux qui sont existants et puis ensuite des manques qui ne sont pas encore présents aujourd'hui. Ma conviction, c'est une personne est d'autant plus performante, ou une équipe est d'autant plus performante qu'elle a trouvé sa motivation intrinsèque, qu'elle sait pourquoi elle est en train de faire quelque chose et qu'on met à sa disposition un ensemble de moyens qui vont lui permettre de faire ce pourquoi elle est faite. Plus cette équipe va être mise dans des dispositions qui rendront favorable sa capacité créatrice, plus elle a de chances d'être performante. En face de ça, on a le discours opposé qui dit finalement, si on met un système sous contrainte, il devient performant. Les deux sont vrais, y compris d'un point de vue purement scientifique. Les deux sont vrais, simplement dans le deuxième système, si je vous mets sous stress, je sais que je vais augmenter votre performance, peut-être même que je vais vous amener dans une hyper-performance. Si vous faisiez agresser dans la rue, peut-être que ce sera la première fois de votre vie que vous battrez le record du 100 mètres plat, mais vous ne le ferez qu'une fois, vous aurez épuisé toute votre énergie et vous allez mettre peut-être un temps très très long ensuite pour récupérer. Alors qu'introduire la bienveillance dans le monde du travail, c'est peut-être bien quelque chose qui va demander un petit peu plus de travail. Il va falloir peut-être un peu plus biner autour de la fleur pour qu'elle donne ses plus belles couleurs plutôt que de tirer sur la tige. Donc ça va prendre du temps, de l'énergie, mais j'ai beaucoup plus de chances que cette fleur s'épanouisse complètement et qu'à ce moment-là, elle devienne performante. Quand dans l'autre système, je vais avoir une hyper-performance de court terme avec beaucoup de risques de dégradation sur le long terme. Donc le jeu va se faire à cet endroit-là. Il y a performance des deux côtés, mais d'un côté une performance qui a des chances d'être durable avec un investissement plus fort. Investissement plus fort, entendez par là, dans mes mots, un partage plus grand des coûts et des bénéfices. Un investissement plus fort dans les coûts et un partage plus grand dans les bénéfices. Quand on est dans des systèmes à très court terme, on voit bien que finalement le coût finit par se répartir sur une petite partie de la population, ou sur une grande partie de la population d'ailleurs, pour que le bénéfice se répartisse sur une petite partie. Ça marche très fort, mais dans un temps très court. Merci Dominique Steller. Alors, je rappelle votre livre « Osons la paix économique ». Je vous propose qu'on se retrouve un peu plus tard, en 5e semaine de notre sommet, et vous avez parlé de fleurs, on continuera à en parler avec l'entreprise florissante. Merci beaucoup.